Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog lecture. Alors, qui commence déjà très très fort parce qu'en fait nous sommes mercredi. Et là c'est la Victoria du montage qui parle. J'étais en train de commencer de monter la vidéo quand je me suis rendu compte que j'ai supprimé la vidéo introductive du vlog. Voilà, donc, eh bien j'ai dégainé mon téléphone et je vous la refais. Donc j'espère en tout cas que vous avez passé 15 jours agréables malgré le froid. Franchement c'est abusé comment il fait très très froid, mais il fait beau, donc on va pas se plaindre. J'espère que vous avez fait aussi de belles lectures. C'est bientôt la fin du mois de janvier, donc c'est l'heure bientôt du bilan de janvier, savoir quel livre vous avez préféré durant ce mois. Pour ceux qui ont peut-être raté l'information dans le vlog précédent, je vous disais du coup que j'allais passer à un format de vlog de 15 jours. Voilà, donc 2 vidéos par mois. Vos avis m'ont fait plaisir parce qu'en fait vous m'avez laissé carte blanche. Et ça c'est trop bien, ça c'est trop bien. J'hésitais entre une semaine ou 15 jours et vous m'avez dit franchement tu fais comme tu veux. 15 jours ça nous va aussi. Donc franchement merci beaucoup parce que je me rends compte que c'est quand même un format que je préfère. En tout cas pour le moment, il y a du changement dans ma vie professionnelle et voilà, je suis très contente, mais ça va me demander un chouïa plus de temps au travail que ici, donc voilà, ça m'arrange aussi. Le problème de caméra et de micro n'a toujours pas été résolu, mais promis, je vais m'y atteler dès que possible. Là, c'est juste que je m'éparpille un peu en ce moment, j'ai pas trop le temps de... J'ai pas le temps, franchement, compliqué. Bref, allez, sur ce, je vous laisse donc avec la vidéo de lundi. Je vous rappelle juste que quand on s'est quitté dans le dernier vlog, j'étais en train de lire Alabama 1963 et je l'ai terminé donc lundi et je vous ai pris à chaud pour vous donner mon avis et donc je vous laisse avec la vidéo. Et nous, on se retrouve juste après pour vous parler de ma lecture en cours. Pour vous remettre un petit peu l'histoire dans le contexte, nous sommes donc en Alabama à Birmingham et dans cette petite ville qui semble assez calme en apparence, va se multiplier les disparitions de petites filles noires. Ça va commencer à fortement inquiéter la population, les familles, sachant qu'en plus la police ne fait absolument rien, n'ouvre pas d'enquête réellement officielle tant qu'un corps n'est pas retrouvé. Les parents de la petite Didi qui a disparu depuis au moins 15 jours vont essayer de prendre les choses en main en allant voir un détective privé qui s'appelle Bud et lui demander d'enquêter sur la disparition de leur fille étant donné que la police n'y met pas la main à la pâte. Bud est un ancien flic qui a démissionné il y a 2 ans de ça de la police pour des raisons apparemment plutôt sombres, pour une affaire qui s'est passée et qui l'a poussé en fait à démissionner. C'est quelqu'un d'assez grognon, grincheux, solitaire, alcoolique surtout, qui passe son temps au bar à boire, à dormir, enfin voilà, jusqu'à 14h, jusqu'à pas d'heure. Il n'a absolument pas de rythme de vie, c'est pas un mordu de travail et en même temps dans son état c'est un petit peu compliqué de mettre ces petites cellules grises en route et de pouvoir travailler, réfléchir, mener l'enquête. Bien que ce soit des personnes noires, Bud décide d'enquêter pour cette famille tant qu'ils ont de quoi payer. Écoutez, lui, en gros, ça lui va, bien qu'il ait énormément d'a priori sur les personnes noires. En parallèle de ça, nous allons suivre Adela Cobb, qui est une mère de famille et qui a 3 enfants et qui est aussi une femme de ménage. Elle va multiplier du coup les ménages dans des familles différentes, donc un employeur par jour à peu près. Elle ne doit pas faire la fine bouche, elle ne peut pas se le permettre, il faut qu'elle travaille pour subvenir aux besoins de sa famille. À travers ce personnage, on va suivre vraiment la vie quotidienne, à peu près la vie quotidienne de ces femmes de ménage, ce qu'elles endurent, ce qu'elles ont le droit de faire, de ne pas faire. Il faut qu'elles passent par la porte de la cuisine et certainement pas l'entrée principale pour aller faire le ménage chez des familles aisées. Elles auront beau faire briller la maison de fond en comble, elles savent pertinemment que ça ne sera jamais assez, qu'il y aura toujours des choses à redire, des choses à refaire, que voilà, elles ne seront jamais remerciées, que leur travail ne sera jamais gratifié, au contraire, elles sont payées vraiment avec un lance-pierre. Et elles savent aussi que pour la moindre faute, la moindre remarque,
elles peuvent se faire congédier du jour au lendemain. Adela d'ailleurs va en faire l'expérience, la très mauvaise expérience, que si l'employeur veut mettre fin à la carrière entre guillemets de son ex-femme de ménage, eh bien c'est dans ses capacités. Donc oui, la vie n'est pas évidente pour ces femmes-là parce que quand elles ne sont pas faire des ménages chez des personnes, eh bien elles le font à la maison, elles vont à la laverie et tout ça bien sûr dans un contexte de ségrégation. Je vous rappelle, nous sommes en 1963, donc on voit bien qu'il y a des parcs réservés aux personnes blanches, noires, des laveries, des places dans le bus qui sont attitrées, des rues entières, bref, des commerces, tout ça, je vous fais un dessin, vous le savez, voilà. Et bien qu'il y ait des lois qui commencent à faire changer les choses, donc au niveau de la ségrégation, c'est pas gagné, et encore moins dans cette ville de Birmingham, où on comprend que les citoyens sont quand même assez fermés d'esprit et ne sont absolument pas prêts de faire changer les choses et à intégrer les Noirs à leur vie quotidienne et à partager les espaces publics, j'entends. D'ailleurs, Adela va croiser le chemin de Bud. Elle va devenir sa femme de ménage parce qu'il vit dans un bureau qui est en vérité une porcherie, un dépotoir. Bref, on ne peut pas mettre un pied devant l'autre sans marcher dans une assiette ou dans la crotte de son chien ou tout ce que vous voulez. Donc elle décide de travailler pour lui tous les mercredis parce qu'elle a un trou dans son emploi du temps. Et elle va se retrouver, malgré elle, j'ai envie de dire, à mener l'enquête avec Bud. Alors on comprend que Bud, c'est quand même, ça a été un très bon enquêteur dans la police, mais depuis sa descente aux enfers, il a vraiment pas les idées claires et même Adela se demande à quel point c'est un fin enquêteur et à quel point il va réussir à mettre la main sur le tueur et cette personne qui enlève des enfants, des jeunes filles et qui terrorise quasiment toute la population de la ville. Au-delà de l'enquête, parce qu'en fait il va y avoir vraiment deux thèmes principaux hein, dans cette histoire-là, il y a l'enquête et il y a les relations entre les hommes blancs et les hommes noirs. Et c'est vraiment ce thème-là que je vais retenir dans ce livre et c'est celui-ci qui m'a quand même le plus plu. Alors l'enquête est menée comme elle est menée, après on est en 1963, on est dans une petite ville, les flics sont pépères parce que ça ne concerne pas les blancs. Donc voilà, ils font leur travail mais pas trop non plus, pas trop vite hein, on va dire. Ils vont pas enchaîner les heures supplémentaires, ça c'est certain. Mais voilà, ce que je vais retenir, c'est plutôt la relation entre Bud et Adela. C'est deux personnes que tout oppose. Déjà parce que ce sont des personnes de couleurs différentes qui n'ont pas à traîner ensemble dans la rue. Et Bud est plein d'a priori, plein de préjugés sur les noirs. Il pense qu'au début, Adela va le voler, donc il fait des petits tests en déposant des billets par terre, voir si elle va le voler ou le lui rendre. Il pense qu'elle va l'empoisonner dès qu'elle veut lui offrir à manger. Et de son côté, Adela non plus n'est pas en reste quand même, hein, parce que elle voit cette ivrogne qui est censée retrouver des petites filles. Et elle se demande bien comment celui-ci va faire pour retrouver. Et elle a même peur parfois qu'il ne la paie pas, étant donné qu'elle se demande comment il fait pour gagner sa vie. Et pourtant, Dieu sait qu'ils vont devoir faire équipe. Ouais. Une équipe décousue, mais une équipe quand même. Et qu'est-ce que ces personnages, qu'est-ce que ce duo va devenir attachant et va mettre fin à certains préjugés, va choquer la population parce que je vous rappelle qu'on ne se promène pas dans la rue accompagné d'un blanc ou d'un noir à ses côtés, que Adela n'a rien à faire dans une voiture d'un blanc sur le siège passager. Elle n'a absolument rien à faire et ça va jaser des deux côtés, hein, aussi bien du côté des anciens coéquipiers de Bud, de la police, aussi bien que des voisins et des voisines de Adela. Et en fait, au début, il y a tellement de gêne entre eux, ils ne se parlent pas, ils ne savent pas communiquer. Ils savent que elle déjà, elle sait qu'elle doit rester à sa place. Et puis finalement, leur relation va évoluer. Est-ce qu'on peut dire qu'ils vont devenir amis? Je sais pas, mais en tout cas, ça va être une relation très sincère parce qu'ils vont avoir quelques points communs, ils vont se comprendre sur certains sujets. Et puis petit à petit, oui, les barrières vont tomber, tous ces a priori vont tomber et ce sont des humains pleins d'humanité pour le coup et tellement attachants qui veulent une seule chose en commun, c'est
de réussir à mettre la main sur cette personne qui enlève et qui tue des petites filles. Donc autant au début, on a l'impression que toute l'humanité est morte, hein, on n'a plus foi en l'humanité quand au début on lit le livre, et petit à petit il y a une brèche, il y a une ouverture vers quelque chose de meilleur, vers un certain optimisme. C'est quand même beau à lire. La fin m'a fait pleurer, je vais pas vous mentir. Il y a 2 chapitres là qui m'ont émue aux larmes. En plus, je l'ai terminé il y a à peine 1 heure et demie, alors je suis encore un peu pleine d'émotions. Mais la fin en soi est belle et c'est pour ça que je vous dis, je retiens plutôt cet aspect-là de ce livre plus que l'enquête en elle-même. Alors on sait que rien n'est gagné, hein. Attention, on n'est qu'en 1963 et même encore aujourd'hui. Malheureusement, rien n'est terminé, c'est un combat qui est quotidien. Mais dans le texte, on nous le ponctue aussi, les auteurs nous le ponctuent avec des événements marquants, des événements majeurs, historiques de l'année 1963, des projets de loi, des lois qui ont été votées, des discours. Des discours, on retrouve celui notamment de Martin Luther King, forcément. Des choses qui donnent espoir en fait, tout simplement à cette population, à cette population noire, je vais y arriver. C'est un livre très court que je vous conseille, qui se lit très vite. Vous pouvez peut-être même le lire en one shot, hein. Il fait 340 pages. Moi, c'est juste que j'ai un rythme de lecture un peu long, mais en soi, ça s'enchaîne. Hier, j'ai lu plus de 100 pages d'un coup. Je n'avais pas envie de le fermer. Et là, je vous jure, ça me fait mal au cœur de devoir les laisser tous les deux, de laisser Bud et Adela. Et je vous jure, je me suis trop attachée à eux. Voilà, je pense que je pourrais vous en parler pendant des heures. Il est petit, mais il y a tellement de choses à dire dessus, je vous promets, tellement de choses. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé ou non. Moi, franchement, j'ai adoré. Je le considère sans doute comme une pépite. Il a dépassé le stade de la petite pépite. C'est une pépite. C'était pour ma lecture terminée. Je sais pas si mon avis sera très constructif parce que j'ai pas l'habitude de le faire à chaud comme ça. Généralement, j'attends toujours le lendemain ou autre pour vous en parler, mais là j'ai dégainé le téléphone et je me suis dit il faut que je leur en parle et tout parce que faut que ça sorte. Sinon, je n'ai pas choisi du coup ma nouvelle lecture, hein. Je vais certainement le faire d'ici ce soir et je vous en parlerai dans la semaine. On se retrouve une nouvelle fois mercredi pour vous parler du coup de ma lecture en cours. Je l'ai commencé lundi soir suite à ma lecture de Alabama 1963. Il s'agit de 8 crimes parfaits de Peter Swanson, publié aux éditions Totem. Je l'ai très bien avancé entre lundi et mardi parce qu'il me reste, je suis à la page 280 sur 331, donc autant vous dire que je vais le terminer dans la journée. Mais je peux déjà vous en parler et vous donner quand même un petit début d'avis. Donc nous allons suivre un libraire qui s'appelle Malcolm et qui est spécialisé dans une librairie d'occasion en romans policiers. Il vit à Boston, il me semble. Et bon, il mène une vie assez tranquille jusqu'à ce qu'un jour, il soit contacté par une agent du FBI qui lui demande en fait une entrevue à sa librairie. Si elle lui demande un entretien, c'est parce qu'en fait, elle enquête sur des meurtres qui semblent s'inspirer de crimes dans certains romans policiers. Mais pas n'importe quel roman. Il s'inspire d'une liste qu'a écrit Malcolm il y a des années et des années lorsqu'il commençait à être libraire sur le blog de la librairie. Il avait écrit une liste des 8 crimes parfaits, ce que lui jugeait en tout cas les 8 crimes parfaits dans la littérature policière. Et il semblerait du coup que l'agent du FBI, elle s'appelle Gwen, ait fait un lien, un parallèle entre les meurtres sur lesquels elle enquête et sur la liste de Malcolm. Au début, ça peut paraître tiré par les cheveux, mais petit à petit, quand elle va commencer à faire sa démonstration, eh bien oui, on se rend compte que finalement, le tueur s'en inspire. Alors, est-ce que c'est un proche de Malcolm? Est-ce qu'il essaie de rentrer en contact avec lui? Pourquoi il s'en inspire? Pourquoi ce moment-là? Enfin bref, il y a des questions du coup qui commencent à fuser dans tous les sens. Malcolm va décider d'aider Gwen à résoudre cette enquête, à faire des parallèles et à essayer d'associer chaque crime à un des livres qu'a cité Malcolm dans sa liste.
Pour tout vous dire, parmi les 8 livres, j'en connais qu'un. Je connais que ABC contre Poirot d'Agatha Christie. Tous les autres, je connais pas. Il y a Assurance sur la mort, L'inconnu du Nord Express, Le bouillon rédempteur, Piège mortel et Le maître des illusions. Et je crois qu'il y a Le mystère de la Maison Rouge aussi et Préméditation. Mais voilà, c'est le seul que je connais, c'est celui d'Agatha Christie. Donc je vous laisse deviner que dans ce roman, on va aussi également parler de beaucoup de littérature, donc de romans policiers, d'auteurs, de livres et aussi un petit peu quand même de recueils de poésie parce que Malcolm a arrêté de lire tout ce qui est romans policiers. Il préfère lire plutôt le soir des recueils de poésie. Voilà. Donc, ma lecture est très bien avancée, je suis quasiment au dénouement là. C'est un roman que je qualifierais de roman noir. Vous savez, un petit peu comme à l'époque, ce qu'ont pu lire peut-être nos grands-parents, ce qu'on pouvait trouver dans la bibliothèque de nos grands-parents. Voilà, je dirais que c'est un roman noir, pas vraiment un roman policier. Parce que même s'il y a une enquête, c'est pas une enquête déjà officielle et c'est pas une enquête du FBI comme on pourrait se l'imaginer. C'est Malcolm qui va quand même mener le plus gros de l'enquête. Donc vous attendez pas à avoir énormément d'action, il y en a pas. C'est très, je dirais pas contemplatif et descriptif, mais c'est tout en longueur, il n'y a pas gros suspense. Mais ça se lit très très bien, franchement ça se lit très bien. Au début, j'avoue, j'ai mis les 80 premières pages à me mettre à fond dans ma lecture. J'étais un peu en mode, bon, je sais pas si j'aime. Au début, franchement, j'ai pas trop aimé. Non, je vous mens pas, j'ai pas trop aimé. Et mais quand même, j'avais envie de revenir à cette lecture. Et puis après, j'ai été prise dans ma lecture. Et honnêtement, vous le voyez, il se dévore en fait. Ce livre se dévore, clairement. On a des références littéraires, comme je vous l'ai dit, mais pas non plus too much, où on est noyé. Après, honnêtement, j'en connais aucun. Je connais aucun livre dont il parle, que ce soit dans sa liste ou même dans les autres références. Je sais pas, j'ai pas la ref. C'est pas dérangeant. Par contre, bon, si vous avez pas lu les livres qu'il cite dans sa liste, c'est clair qu'il va vous les spoiler bien comme il faut. Donc voilà, mais bon, ça c'est pour aussi l'histoire, c'est pour qu'on puisse comprendre les mobiles des meurtriers et comment le tueur actuel a fait pour sa mise en scène et compagnie. Il y a juste peut-être un petit truc qui au début m'a... C'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, c'est que Malcolm reçoit cette visite donc, de l'agent du FBI, mais en fait, il est genre... il est pas choqué, ça le dérange pas, on dirait. Il prend trop bien. Moi, je sais pas, je reçois un agent du FBI chez moi, laissez tomber, genre je passe par toutes les émotions possibles et inimaginables et genre je me fais du sang d'encre, je me pose des questions parce qu'à plusieurs reprises il dit quand même à l'agent mais est-ce que vous me soupçonnez parce que c'est moi qui ai écrit cette liste, vous pensez que j'essaie de la mettre en application. Je sais, il est très, franchement, il est très détaché, genre presque il s'en fout, ou presque alors c'est quelque chose de tout à fait banal qui est en train de lui arriver. Donc au début, j'avoue, j'ai eu un petit peu de mal avec ça, et en fait, j'ai compris que finalement, l'auteur ne se penche pas vraiment sur la psychologie des personnages. C'est pas ce qui est le plus intéressant dans l'histoire. Donc voilà, je suis arrivée à passer au-dessus, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop l'état d'esprit de Malcolm, mais on ne sait pas trop comment au début il gère un peu cette situation-là, quoi. Je pense que je peux déjà vous dire que c'est une bonne lecture, que vraiment je passe un très bon moment. J'ai envie de retourner à chaque fois à l'histoire, je me sens bien dedans, ça franchement il se dévore et tout, c'est nickel. Ça change aussi de ce que je peux lire en policier ou en thriller, parce que là voilà, je vous dis c'est vraiment un roman noir. Et c'est plutôt sympa, franchement c'est plutôt sympa, donc n'hésitez pas vous à me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié. J'ai quasiment rien à finir, donc je pense que vraiment ce soir je le termine, je vous en reparle demain pour juste vous indiquer que je l'ai terminé, mais je pense que mon avis ne changera pas vraiment, vu que, comme je vous l'ai dit, j'arrive au dénouement et pour le moment j'aime et j'ai envie de surtout connaître la suite. Voilà pour ce qui est de ma lecture en cours et pour le moment c'est tout. Voilà, c'est tout. Je sais pas quel livre je vais lire après. En ce moment, j'ai envie de lire tout et j'ai envie de lire rien à la fois. C'est assez perturbant, genre je reste des plombes devant ma bibliothèque à choisir ma prochaine lecture. J'ai commencé déjà 2 livres que j'ai refermés, que je me suis dit non, c'est pas les livres que tu veux lire et après je suis tombée sur 8 crimes parfaits.
mais c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant parce qu'il y a beaucoup de livres là qui me font envie, mais je sais pas, j'arrive pas. Je sais pas, très bizarre. Bref, on verra à la prochaine lecture que je choisis, ça je vous en reparle demain. Nous sommes dimanche en fin de matinée, ça fait quelques jours que je ne vous ai pas pris. Et pourtant, j'ai terminé mercredi ou jeudi, je sais plus du tout, ma lecture donc de 8 crimes parfaits de Peter Swanson aux éditions Totem. Je ne vais pas revenir dessus parce que je vous en ai beaucoup parlé, il me semble. Je confirme juste que j'ai bien aimé cette lecture, ce jeu un peu de pistes avec des crimes existants dans des livres et qui vont être reproduits dans la vraie vie. Ce libraire Malcolm qui n'est pas celui qu'on pense quand même, il n'est pas tout blanc, il a des choses à cacher, il a un passé pas vraiment glorieux, il reste quand même impliqué dans toute cette histoire. Alors oui, il a écrit la liste des 8 crimes parfaits sur son blog, mais il est impliqué au-delà de cette liste. Tout ça, je vous laisse le découvrir. En tout cas, très, très belle découverte. Je suis très contente de cette lecture. J'ai vraiment bien aimé et il s'est dévoré en deux. Depuis, eh bien écoutez, je n'ai pas lu vendredi, je n'ai pas lu samedi, je viens de commencer une lecture maintenant parce que je vous l'ai dit, j'ai un peu de mal en ce moment là à choisir mes lectures, je sais pas ce que je veux lire, j'ai envie de tout lire et de rien lire à la fois. Donc j'ai commencé, je crois, 3 livres que j'ai arrêtés à la page 50 ou 80 en me disant ouais non en fait c'est pas ça que je veux lire. Et quand c'est comme ça, parce que parfois c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc c'est pas non plus quelque chose de dingue, mais quand c'est comme ça, eh bien je décide de lire un thriller parce que je sais que très souvent c'est la seule lecture qui va passer parce qu'il y a le suspense, ça va me happer généralement, donc je ne vais pas décrocher. Les livres que j'ai abandonnés, entre guillemets, ne sont pas vraiment abandonnés, hein, ils sont juste mis entre parenthèses et je les reprendrai plus tard quand j'aurai envie de les lire. Voilà, c'est pas que ça m'a pas plu, c'est juste que je crois que c'était pas le bon moment en fait, c'est pas ce que je recherchais à ce moment-là. J'ai donc décidé de commencer Franck Tillier 1991, la première enquête de Charcot que j'ai aux éditions Pocket. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, je crois, dans le vlog précédent, je n'ai jamais lu d'enquête de Charcot. Donc c'était... et d'ailleurs, en fait, j'ai que celui-ci hein, de Charcot. Donc j'ai commencé par le premier, sa première enquête, bien que Franck Tillier n'ait pas sorti ce livre en premier, vu qu'il date de 2 ans, celui-ci. Je peux commencer les enquêtes de Franck Charcot dans l'ordre, et ensuite je prendrai le premier livre qu'il a sorti. Je ne sais absolument pas lequel c'est d'ailleurs, je ne sais absolument pas s'il y a énormément d'enquêtes de Charcot ou pas, mais je crois que oui. Je l'ai à peine commencé, hein, je suis à la page 60 pour vous dire, mais je crois que celui-ci je vais pas l'abandonner. Si je vous le présente, c'est que je vais pas l'abandonner, je vais aller jusqu'au bout. C'est une petite brique quand même parce qu'il fait plus de 540 pages je crois, mais en principe le Franck Tillier se dévore, donc j'ai bon espoir. Je vous lis donc le résumé. Décembre 1991, sur une photo, une femme couchée dans un lit, les mains attachées au montant, la tête enfoncée dans un sac en papier marron. Au dos, une adresse écrite à la machine. Quand le jeune inspecteur Franck Charcot, frais émoulu de l'école et novice au prestigieux 36, quai des Orfèvres, débarque sur les lieux, il découvre une scène de crime aussi insoutenable qu'incompréhensible. Face à un mystère qui ne fera que s'épaissir au fil de l'enquête, Charcot sait que ses premières années d'expérience ne lui serviront à rien. Ici et maintenant, il doit tout reprendre. Donc là, on est vraiment sur un jeune flic qui débarque au quai des Orfèvres. Alors oui, il a été très très bon en théorie à l'école et compagnie, mais en fait, tout cela ne va lui servir à rien, parce qu'il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique, et surtout quand on se retrouve face à un meurtre un crime comme celui-ci. En tout cas, Franck Tillier ne fait toujours pas dans la dentelle lorsqu'il décrit les scènes de crime. Il faut avoir le cœur parfois bien accroché. Mais bon, on sait à quoi s'attendre quand on lit du Franck Tillier, donc pour le moment ça va. On sent que Franck Charcot débute du coup au Quai des Orfèvres et il doit faire sa place au sein de son équipe et il doit surtout prouver qu'il a sa place dans cette brigade-là. D'ailleurs, en parallèle de cette scène de crime qu'il découvre, Charcot est missionné sur une enquête qui n'a jamais été clôturée, qui est mise en
stand-by entre guillemets. C'est une enquête qui s'appelle Les disparus du sud parisien, je crois, si j'ai pas de bêtises. Et c'est une affaire qui s'est déroulée entre 1986 et 1989, où 3 femmes ont été enlevées et retrouvées dans des champs de banlieue parisiens dans un état très très critique. Mais l'assassin n'a jamais été retrouvé. Voilà, durant ces 3 années d'enquête. Celui qui est en charge de cette enquête, c'est Serge, et Serge en fait travaille dans l'équipe de Charcot, et autant vous dire qu'il ne peut pas se piffrer le jeune Franck qui met son nez dans cette affaire pour essayer de trouver une solution, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui n'a pas été laissé de côté, une piste qui n'a pas été creusée. Et lui, forcément, bah, il en a gros sur la patate de ne pas être arrivé à clôturer cette enquête. Et il ne veut, c'est pas qu'il ne veut pas que Franck Charcot la clôture, la résout, mais on sent que ça l'embête énormément, quoi, et que son ego en prend forcément un gros coup. Bref, voilà, pour le moment j'en suis à peu près là, c'est peu, hein, quand on voit la grosseur du bouquin. En tout cas, j'ai hâte de l'avancer un petit peu plus. Et ça, je vous en reparlerai dans la semaine, alors peut-être pas dès demain, mais dans la semaine qui vient. Et sur ce, je vais vous tourner une vidéo pour les sorties littéraires de février, qui sera déjà sortie quand ce vlog sera en ligne, parce que je vais vous la tourner cet après-midi et vous la mettre en ligne dans la foulée. Il y a quand même, je crois, une vingtaine de livres qui m'intéressent. Donc, si vous tenez à votre porte-monnaie, honnêtement, la regardez pas parce que sinon vous allez me détester. Bref, c'est tout pour moi pour ce matin et on se retrouve la semaine prochaine. Nous sommes déjà dimanche de la deuxième semaine de vlog. Je ne vous ai absolument pas pris cette semaine. Peut-être que vous l'entendez quand je parle encore un peu du nez. J'ai été malade, encore, oui je sais, parce que dans le vlog précédent j'étais déjà malade. Là ça traîne un peu trop à mon goût, donc bon, j'ai rendez-vous mardi chez le médecin. Mais ça a été impossible de vous prendre parce qu'en fait je toussais beaucoup trop. Et bon, bah, j'étais pas très bien, pas en forme, tout ça, donc j'ai préféré ne pas vous prendre. En plus de ça, comme je vous l'ai dit dernièrement, je change de poste à mon travail. Donc ça a été une semaine assez intense parce que j'ai de nouvelles choses à apprendre. Les journées sont très sportives, très rythmées et franchement j'adore, hein, mais c'est que je sortais du travail, j'avais une tête comme ça d'essayer de tout retenir, de tout bien faire et compagnie. Donc voilà, ça a été une semaine un petit peu speed pour ma part et malade. D'ailleurs, je crois qu'à ma tête, ça se voit vraiment que c'est qu'on est bel et bien dimanche. Là, pour moi, c'est vraiment la journée ménage. Lessive, rangement, préparation des repas pour la semaine et compagnie. Ce dimanche, ça va être très très calme pour ma part, bien qu'il fasse très beau et qu'il fasse d'ailleurs très très bon. Samedi matin, avant d'aller travailler, je suis allée chercher un colis de la maison d'édition M+. Ils m'ont envoyé 2 livres, un thriller et un roman que j'ai très hâte de découvrir. Et j'ai également terminé ma lecture de Franck Tillier, 1991. Je l'ai terminé, il me semble, vendredi ou samedi. Non, vendredi. Ouais, je l'ai terminé vendredi. Je vous en ai pas reparlé en fait depuis que je l'ai commencé, donc je vais vous donner mon avis dessus. Honnêtement, c'est mon 4e Franck Tillier que je lis et je crois que c'est mon préféré. Voilà. J'ai mis 200 pages pour me mettre dans l'histoire vraiment à fond et à partir de là, je n'ai pas lâché le livre. Il se lit trop bien, trop vite. C'est du Franck Tillier quoi, franchement les histoires sont très bien construites, on sent qu'il y a eu de la recherche en amont. Il y a du suspense, de la surprise, des rebondissements, c'est très bien rythmé et à aucun moment on ne s'ennuie dans notre lecture. Le plus aussi qui m'a fait apprécier cette histoire, c'est l'époque à laquelle ça se déroule. On est loin de la technologie actuelle et ça j'ai adoré. On parle de Minitel,
C'est le début des ordinateurs. On nous parle des disquettes, vous savez, les disquettes noires qu'on mettait dans les ordinateurs pour pouvoir accéder à nos fichiers, à nos jeux et compagnie. Enfin, ça ravive des souvenirs forcément déjà. Et forcément, il n'y a pas de téléphone portable, donc quand on veut appeler quelqu'un, il faut trouver une cabine ou téléphoner en fait de chez quelqu'un. Alors c'est pas vraiment le début de l'ADN, mais ça y est, ça commence un petit peu à être une habitude en fait, à rechercher l'ADN sur la scène de crime, le groupe sanguin de la personne et compagnie, donc ils se familiarisent de plus en plus avec ça. Et on sent en fait qu'on est vraiment entre deux mondes encore. Il y a les flics qui trouvent que c'était mieux avant, et il y a ceux qui vivent avec le progrès tout simplement, et on sent que voilà, on tend vers de la technologie. On nous parle également des fax, forcément les mails n'existaient pas. Bref, il y a tout ça qui fait que j'ai énormément aimé le contexte. Le fait aussi qu'on nous parle énormément des procédures à la crime, les PV à écrire, les dépositions à prendre de chaque témoin, ceux qui comptent en tout cas le plus, les plus importants. Et du coup, c'est des choses en fait qu'on n'a plus trop l'habitude de lire dans les thrillers actuels. On a l'impression que tout ça, ça n'existe plus, alors que je pense que c'est pas forcément le cas. Et surtout, on a toujours ceux qui dérogent un petit peu à la règle, qui font la loi un peu à leur sauce, quoi. Voilà. Mais j'ai trouvé ça juste génial. Et dans tout ça, on a ce jeune Franck Charcot qui débarque, qui est des orfèvres. Il est tout jeune, il est ambitieux. Et en fait, il va se rendre compte que la réalité du métier, c'est absolument pas ce à quoi il s'attendait, ce à quoi il a été formé en école. Charcot et son équipe vont devoir faire face à un tueur qui va carrément jouer avec la police parce qu'il va laisser des indices et c'est aux policiers en fait d'assembler tout ça pour qu'ils puissent avancer dans l'enquête, pour qu'ils puissent comprendre où le tueur veut les amener. Et ça va se passer notamment à travers des livres, comme par exemple Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Ça va se passer à travers des photos de jeunes enfants, aussi bien des petits garçons que des petites filles qui posent nus dans une pièce toute blanche, il me semble. Et surtout à travers la découverte du corps d'une jeune femme qui est menottée dans un lit. Ils ne connaissent pas son identité. C'est surtout ça le problème. Pour devoir connaître son identité, pour comprendre pourquoi cette femme a été tuée, ils vont devoir du coup rassembler toutes les pièces du puzzle. Il va laisser des graffitis au mur, il va laisser également certains mots écrits par-ci par-là qui auront de sens que s'il les associe à d'autres mots, mais pour les associer, il faut avancer dans l'enquête. Bref, c'est très très bien mené. Ça nous fait un petit peu tourner en bourrique parce qu'on ne comprend pas forcément, les inspecteurs non plus. Mais Charcot va plutôt bien s'illustrer dans cette enquête et il va finir par être pris au sérieux par ses collègues également. Et comme je vous le disais, en parallèle, il va travailler sur des femmes disparues il y a 5 ans de ça qui ont été retrouvées, mais le tueur, l'assassin, jamais. Donc il y travaille en parallèle. C'est pas vraiment une enquête qui va mener à côté parce qu'honnêtement il n'a pas le temps, on va pas se mentir. C'est surtout en toile de fond. Il va y revenir de temps en temps, ça va un petit peu avancer. Parce qu'en fait, il a certaines pistes qu'il doit creuser, qu'il veut creuser en tout cas parce qu'il pense que ça va le mener quelque part et donc il ne veut pas lâcher. Et dès qu'il a un petit temps libre, eh bien il va essayer de s'y mettre un petit peu. Ça c'est vraiment en toile de fond, mais cette enquête a quand même son importance. Son importance dans le sens où ça va impacter Charcot dans le flic qu'il est devenu aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, comme je vous ai dit, je n'ai jamais lu d'autres Charcot et c'est des fois là peut-être un peu dommage parce que j'aurais aimé être le lecteur qui l'a suivi pendant des années et là le découvrir tout jeune, tout naïf, à respecter la procédure, enfin à vouloir en tout cas la respecter. Et ça a dû faire super bizarre en fait aux lecteurs de le découvrir comme ça alors qu'ils sont habitués à une autre image de lui. Mais en tout cas, comme l'explique Franck Tillier, il a voulu écrire ce livre-là parce que beaucoup de lecteurs lui ont demandé pourquoi Charcot était devenu flic, comment il était jeune, comment il a commencé et compagnie. Et je trouve ça trop chouette que Franck Tillier ait réalisé certains vœux de ses lecteurs. En tout cas, j'ai adoré suivre ce personnage.
On voit son évolution quand même aussi au fil de l'histoire et on sent qu'il va être totalement changé et il sait que voilà, en rentrant dans la crime, il va devoir se sentir un petit peu seul alors qu'il a une fiancée quand même Suzanne mais qu'il essaie de l'épargner au maximum et on sent qu'il veut cloisonner sa vie en fait, sa vie de flic, ne pas impacter Suzanne et essayer de lui en dire le moins. Mais on sent que voilà, toute cette histoire, ça le touche, ça le chamboule, il se pose des questions et c'est sûr qu'il en ressortira jamais indemne, ça mais c'est sûr certain. Et en plus, on peut considérer l'équipe de Charcot comme une famille finalement parce qu'ils vivent quasiment pas H24 ensemble, mais lorsqu'il y a de grosses enquêtes, c'est sûr qu'ils mettent entre parenthèses leur vie privée. Là en plus, ça se passe fin année 1991, donc il y a les fêtes de Noël, il y a le jour de l'an et on ressent vraiment cette solitude. Ils doivent travailler, ils sont d'astreinte et du coup ils se serrent les coudes entre eux, ils sont comme une famille d'ailleurs et Charcot arrive enfin à l'intégrer en fait. Du coup j'ai super hâte de découvrir les autres enquêtes de Charcot. Vraiment. Ça va peut-être me faire bizarre de faire un bond dans le futur et de découvrir un tout autre homme, mais j'ai quand même hâte. Mais ce personnage, je pense, va quand même un petit peu me manquer. Voilà ce qu'il en était pour ma lecture terminée. Je vais vous montrer maintenant les réceptions de la maison d'édition M+. Autant vous dire que depuis samedi, j'ai déjà ouvert le colis. En fait, je l'ai ouvert au travail. Quand je suis arrivée, il me restait un petit peu de temps. Donc je l'ai ouvert, j'étais trop impatiente de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc comme premier livre, on a celui de Paige Coman qui s'appelle Outaouais. Je pense qu'on dit comme ça. La couverture par contre est très très jolie. Là vous avez en surbrillance les lacs. L'ours, franchement j'adore. Le petit texte là, oh j'adore, elle est trop trop jolie. Je vais vous lire le résumé. Des côtes déchiquetées d'Irlande jusqu'aux immensités enneigées du Québec, le vent de l'Outaouais souffle ses tempêtes et ses blizzards. Les hommes se révèlent plus violents encore que la nature la plus sauvage. Larguez les amarres et chaussez les raquettes, l'Outaouais vous attend, l'amour et la mort aussi. Sous le pseudo collectif de Paige Coman, Yann Manouk et Gérard Coquet, signe ici un époustouflant roman d'aventure et de passion servi par une écriture d'une irrésistible puissance romanesque. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Voilà, le résumé ne m'éclaire pas vraiment, mais c'est plutôt bien parce qu'au moins on commence la lecture sans a priori, sans appréhension ou autre, et je trouve ça vraiment bien. Le premier chapitre, c'est Bon voyage, 4 avril 1847. Je sais pas trop ce qu'on va y trouver à l'intérieur, mais je le tenterai. De toute façon, j'ai pas le choix, faut que je le lise, mais ça sera avec plaisir. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais Paige Coman, c'est pas la première fois que j'ai un livre de ces auteurs-là. J'avais reçu, souviens-toi, de Sarah aussi, il y a quelques mois, que j'ai toujours pas lu. Mais il ne saurait tarder, hein. Et là, je commence à accumuler un petit peu le retard, ça fait un peu peur, mais ça va, on va gérer. Et ensuite, le deuxième livre que j'ai reçu, c'est actuellement ma lecture en cours, parce qu'il me restait quelques minutes avant de commencer le travail. Bon, bien une trentaine quand même. Et j'ai commencé en fait à le lire parce que la couverture m'a totalement donné envie de découvrir le livre de Salvatore Mini, Désobéissance. Et là, pour le coup, on est sur un thriller. Je pense qu'à la couverture, vous aviez deviné. Je vous lis également le résumé. À son retour d'un voyage d'affaires, l'existence de Guillaume bascule. Son ex-femme et sa fille Mia sont retrouvées entre la vie et la mort. Malgré les soins prodigués par les secours qui vont tout faire pour sauver Mia, elle finit par décéder. Le deuil de Guillaume va faire ressurgir en lui des fantômes du passé, le transformant peu à peu en ce père qu'il détestait. Guillaume décide de reconstituer sa famille à tout prix, mais jusqu'où sera-t-il prêt à aller ? Une histoire sombre qui prend place à Bruxelles, dans une ambiance à la fois oppressante et mystérieuse. C'est le troisième roman de l'auteur. Il a gagné plusieurs prix. À chaque roman, en fait, il a gagné des prix. Donc, il est assez fin. J'aurais aimé le lire ce week-end, mais je pense que c'est un peu raté quand même, parce que j'ai lu que 41 pages sur quasiment 300. 327. Clairement, j'aurais pas le temps de tout lire aujourd'hui. Je peux déjà vous dire qu'il est assez perturbant. Assez perturbant dans le sens où je m'attendais pas à lire ce genre d'histoire. En tout cas, ça commence fort. Donc, j'attends de vous en parler un peu plus parce que
Ouais, parce qu'en fait, le résumé, oui, c'est vraiment le début de l'histoire, en tout cas, jusqu'à ce qu'ils disent que les, les secours n'arrivent pas à sauver sa fille et son ex-femme. Et il va y avoir un élément déclencheur, enfin, il va se passer quelque chose. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc en fait, on va être sur ce genre d'histoire-là. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, pour le moment, je me réserve encore quelques pages de lecture en plus avant de vous en reparler. Et ça, de toute façon, ce sera dans le vlog prochain, vu que là, nous sommes déjà dimanche et que je vais donc clôturer également ce vlog-là pour pouvoir le monter là cet après-midi et vous le poster pour que vous l'ayez à temps d'ici la fin d'après-midi. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire si il vous a plu, si vous avez noté quelques livres ou non. N'hésitez toujours pas à m'en recommander, je vais y arriver. Dur, dur. En plus, quand on parle du nez, je trouve que on articule trop mal. Bref, donc n'hésitez pas à m'en conseiller certains. Et vu que nous sommes au mois de février, ça y est d'ailleurs, la chandeleur est passée, dites-moi quel livre vous avez préféré de vos lectures de janvier 2023. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt, j'espère guéri, dans un nouveau vlog.